Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Élodie, qui est coach holistique. Donc, elle va nous présenter ce métier un peu mystérieux ou particulier, je ne sais pas comment le dire, peu connu en tout cas. Et je suis ravie de découvrir ça en ta compagnie, Élodie. Bonjour. Bonjour Aurélie, puis merci de me recevoir dans cet espace. Ah bah avec grand plaisir. Moi, j'adore découvrir de nouveaux métiers à chaque fois. Et donc, je suis très intriguée par le tien. Donc, je suis impatiente de découvrir tout ça. Est-ce que tu peux d'abord commencer par te présenter, nous dire qui tu es, nous raconter rapidement ton parcours et puis nous dire ce qui t'a amené à être coach holistique? Ok, donc j'ai 40 ans, tout juste là, depuis quelques jours. Je vis en Creuse, donc en France, pas très loin de Guéret, entre Guéret et Montluçon, un petit patelin. Et donc évidemment, c'est un métier de reconversion, hein, comme souvent dans ces domaines-là. Donc j'ai travaillé au tout début dans la communication, le marketing et le e-commerce, une dizaine d'années à peu près. Donc ça, c'était je ne sais plus quand c'était. Voilà, j'ai même plus l'historique. Sur la fin de ce domaine-là, j'avais créé ma première entreprise. Et puis, en gros, j'ai eu un gros changement de vie perso qui a en fait tout balayé. Et la reconversion est venue sur le sujet puisque j'avais fait un petit peu le tour du métier de communication. J'aimais ce que je faisais, c'était stimulant, mais je m'éloignais de certaines valeurs humaines. Et donc, voilà, j'avais pensé notamment au métier de conseiller en insertion professionnelle, que tu dois donc plutôt bien connaître, forcément. Et puis, j'avais aussi pensé au métier de coach, mais j'étais juste pas prête à ce moment-là. Donc, je me suis formée au métier de CIP, donc conseillère en insertion professionnelle. Donc, ça, c'était en 2018. J'ai exercé quelques années. En gros, j'ai définitivement arrêté ce métier-là en 2022. Donc, on est en 2024 au moment de ce podcast. Ça fait pas très longtemps. Entre-temps, il y a eu le premier confinement. Donc, ça, c'était en mars 2020. Et avec ce moment d'arrêt est venue l'opportunité de me demander est-ce que je continue encore 10 ans dans un métier qui, a priori, me plaît, a priori, mais voilà, sur certains points, je sens que ça colle pas tout à fait à ce que j'avais en tête. On m'avait prévenu justement dans les enquêtes métiers, donc preuve que ça sert, mais entre entendre l'info et la vivre, ça n'a rien à voir. Et on m'avait prévenu sur certains points. Je pensais que ça allait me poser problème bien plus tard, et en réalité, ça m'a posé problème beaucoup plus tôt que prévu. Donc, je m'y retrouvais côté humain et pas trop sur en fait l'accompagnement de fond des personnes, c'est-à-dire pourquoi on les accompagne, où est-ce qu'on les accompagne, est-ce qu'il faut être pressé de les accompagner, est-ce qu'il faut respecter certains indicateurs, etc. etc. Alors, je ne vais pas démonter le métier, mais voilà, ça ne correspondait pas complètement à mes valeurs sur ce sujet-là. Mais je voulais rester à accompagner les gens parce que, en fait, je me trouvais comme un poisson dans l'eau dans l'accompagnement. Je me suis même demandé pourquoi j'ai passé 10 ans dans la communication. Finalement, il y avait quand même eu une erreur d'aiguillage dès le départ. En fait, j'aurais dû, en réalité, aller là tout de suite dans l'accompagnement. C'était mon truc, en fait. C'était parfaitement naturel pour moi et je m'y sentais vraiment à ma place. Je trouvais que j'accompagnais pas de manière globale, c'est-à-dire que j'étais sur l'insertion sociale et professionnelle, ce qui était déjà très très large, mais il y avait des choses qui n'étaient pas forcément prises en compte, à mon sens. Et moi, je voulais vraiment intégrer la dimension psychique. Les gens, voilà, quand on les accompagne, ils ont des traumas, comme n'importe quel humain sur Terre. Et ce n'est pas forcément pris en compte, ce n'est pas le but du métier de CIP de toute façon. Mais voilà, pour moi, ça manquait aussi. Travailler sur l'estime de soi, travailler sur les émotions, sur l'identité, en fait, sur des choses plus profondes qui, donc, quand on travaille sur ça, forcément, le volet social et professionnel va, en fait, avoir des conséquences. C'est juste aller sur une couche plus profonde permet d'avoir des résultats plus à la surface après. Donc, je me suis formée à la sophrologie. Donc, ça, c'était fin 2020, pendant 2 ans, parce que je voulais intégrer le corps dans les accompagnements.
On a un corps quand même. On n'a pas juste un cerveau là sur pattes. Non, non, on a avant tout un corps. Et les émotions sont dans le corps. L'inconscient, c'est 95% qui régit notre vie. C'est aussi une dimension autre qu'on ne prend pas en compte dans l'accompagnement. Voilà, je voulais intégrer tout ça. Je voulais aussi sortir de la posture pure et dure de conseillère qui était un petit peu étroite pour moi. Je voulais être sur une autre posture, donc je me suis formée aussi au coaching. Ça, c'était tout 2021. Donc 2 formations exigeantes en même temps et un boulot à temps plein, tout va bien. Voilà, je ne le conseille à personne. Voilà, mais parfois il faut en passer par là pour, que ça défriche pas mal. Et puis il y avait des ponts évidents entre ces 2 formations et mon métier, puisqu'entre-temps le confinement avait pris fin, j'avais repris une activité et cetera. Et donc je suis restée dans l'insertion pendant quelque temps. J'ai réessayé encore un petit peu le salariat histoire d'être sûre. Et puis, j'ai, créé mon entreprise, ma deuxième entreprise en donc début 2022, à la base dans du coaching et de la sophrologie. Puis ça a progressivement assez vite, bougé, hem, dans ce que je voulais apporter aux gens. OK. C'était une longue réponse, hein, excuse-moi. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Merci pour, cette présentation. Donc, maintenant, est-ce que tu peux, du coup, nous décrire ton métier de coach holistique? C'est quoi au quotidien? C'est quoi ton travail? Comment tu Ouais. le fais? Alors, holistique, c'est dans le sens que c'est vraiment un accompagnement qui est global. C'est-à-dire que oui, il y a le côté, assez, on va dire mental, c'est-à-dire qu'on travaille sur les croyances limitantes, très souvent c'est ça, hein. Mais tout ça, c'est le champ du mental. Moi, d'un point de vue holistique, je travaille donc aussi sur le corps, puisque, bah, je suis formée à ça. Donc, qu'est-ce que dit le corps? Il y a les mots MOTS et MAUX du corps, donc que je prends en compte et qui donnent bien plus d'informations que juste ce que dit notre petite partie consciente. Et puis, sur une dimension un peu plus invisible, c'est tout ce qui se passe dans l'énergie. Il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas visibles, en fait, pour nous, êtres humains. Par exemple, ressentir l'énergie de quelqu'un, même s'il est à, admettons, 500 kilomètres, sentir son état d'esprit. Et vraiment, c'est fonctionner à l'intuition, en fait. C'est capter des informations qui ne sont pas forcément là visibles, mais qui existent. Tout comme, par exemple, le Wi-Fi, on ne le voit pas, mais voilà, il y a des ondes quand même. Bah, c'est la même chose. Donc, je m'intéresse à tous ces champs-là qui sont moins prégnants comme ça de base. En tout cas, on n'est pas forcément habitué dans nos sociétés à en parler, pas trop encore. Et ça fait partie, vraiment d'une dimension assez élargie, de, qui on est en tant qu'être humain sur terre. Enfin voilà, on n'a pas que, des pensées, on a aussi des choses qu'on ressent dans le corps, on a aussi des ressentis en termes d'émotions, on a tout le bagage transgénérationnel et ainsi de suite. Voilà, donc c'est tout ça que je prends en compte. D'accord. Hem, peut-être juste te dire comment ça se passe sur une journée, Oui, voilà. voilà, une journée type, si on peut dire, si on en a vraiment. Alors, moi, j'articule ma journée de plusieurs manières. Dès le départ, c'est du temps pour moi. En tant qu'hypersensible, voilà, comme beaucoup de gens dans ces métiers-là, si on ne prend pas soin de soi, juste on vide son niveau d'énergie et donc on ne peut pas aider correctement les autres, tout simplement, si notre réservoir est vide. Donc, puis ça fait participer vraiment à l'amour de soi, hein. Donc, 1er temps de la journée, c'est déjà un temps de recentrage pour moi. Poser mes intentions pour la journée, qu'est-ce que j'ai envie de vivre pour la journée? C'est comme si je me câblais en fait, tu vois, à vivre la journée d'une certaine manière. Je te dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais ça donne une ligne directrice, ça met le corps dans la boucle, ça met l'inconscient dans la boucle et du coup, en général, ça se passe plutôt comme ce que j'ai quand même grosso modo, en fait, décidé. Et bien sûr, il y a toujours des imprévus et ça marche aussi, hein. Les imprévus sont dans la boucle aussi. L'autre chose, donc ça c'est du temps pour moi, c'est, le 1er bloc de la journée. Dès le départ, en fait, je vais, m'atteler à la communication, donc publication sur les réseaux sociaux, soit des posts que je planifie, soit des posts qui sortent, là, tout de suite quand je les écris, mais en général, c'est planifié, avec interaction sur les réseaux sociaux. Donc je dissocie ces 2 temps. Il y a d'abord la publication ou la planification et après, il y a interaction auprès des autres. Déjà, pourquoi je procède comme ça? C'est parce que quand je crée quelque chose, c'est mon énergie que je mets à disposition auprès des autres. Quand je vais interagir, je vais être en interaction avec les autres, ça va me prendre un petit peu d'énergie. Tu vois? C'est assez subtil, mais mine de rien, en fait, ça joue et si dès le départ, j'interagissais tout de suite avec les gens, ça commencerait à entamer un petit peu ma jauge, ma batterie intérieure, on va dire ça comme ça.
Et puis ensuite, après, c'est différentes séances. Généralement, j'en fais pas plus de 2 par jour. Ça peut être des séances de 20 minutes, comme ça peut être des séances de 2 heures. Mais en général, on est sur une moyenne d'1 heure et demie. Voilà. Mais bon, oui, ça peut être plus ou moins selon les thématiques, avec des suivis qui sont en dehors des séances. Par exemple, j'ai toujours un fil WhatsApp qui est ouvert avec chacun de mes clients, donc ça prend moins de temps, moins d'énergie, mais je suis quand même disponible pour ces temps-là clients. Évidemment, rendez-vous prospect, ça va aussi dans ces temps-là. Voilà, l'après-midi, après avoir déjeuné, hop, recentrage à nouveau du temps pour moi. Ça me permet d'éviter aussi le coup de barre, après la digestion, forcément. Et puis on est reparti effectivement sur un temps prospect client jusqu'à à peu près, 17h30-18h. Voilà, ça dépend des moments. OK. Et du coup, quand tu accompagnes quelqu'un, ça peut être de différentes manières alors, si je Oui, comprends bien? Ça peut être ouais. une fois sur une problématique plutôt mentale, de croyance par exemple, ou Oui. plutôt physique, la fatigue ou des choses comme ça? Enfin, je Ouais, sachant que les 2 sont complètement liés, il y a aucune dissociation entre les 2. C'est juste que parfois ou enfin même souvent dans notre société, on voit pas forcément le lien, hein, on le capte pas forcément alors que c'est évidemment lié. Mais oui, il y a par exemple, alors une dernière séance voilà, à laquelle j'ai pensé, par exemple la semaine dernière, c'était quelqu'un qui effectivement était, embourbé dans tout un tas de problématiques. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? C'est hop, le hamster dans sa roue, ça tourne en boucle, c'est les petites ruminations mentales, c'est toujours les mêmes pensées en fait. Donc c'est d'aller, hop, juste prendre conscience de ces pensées, d'aller détecter, bah, déjà c'est quoi ce qui se répète? Parce que là, c'est souvent le cas, hein, les gens sont très souvent dans le mental, c'est assez fréquent, hein, dans des sociétés où on est très porté sur l'intellect, hein, en général. Donc bon, c'est assez courant. Donc on va déjà aller conscientiser, c'est quoi les pensées qui reviennent les plus souvent et est-ce que c'est vrai? Et bien souvent, c'est pas vrai. C'est juste en fait tout un tas de croyances qui se sont mises en place, qui s'auto-confirment par la répétition. Et donc, ça permet déjà de mettre à jour là le schéma répétitif et de voir, bah, à quel moment ça a commencé à se mettre en place et d'aller dézinguer ça. Voilà, dans l'idéal, si l'inconscient est d'accord, bien sûr. Et tout ça, en fait, ça génère forcément une pensée, ça génère quelque chose dans le corps. Ça génère un ressenti, quel qu'il soit. Ça peut être un petit tiraillement quelque part, ça peut être une fatigue, ça peut être une émotion. En fait, ça peut être des tout petits symptômes microscopiques mais qui ont leur importance. Et donc l'idée, c'est d'aller relier entre ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans tout le reste du corps, parce que la tête n'est pas dissociée du corps, en fait, on a un peu tendance à l'oublier, et d'aller accorder de la valeur aussi à ces signaux physiques, parce que c'est important. C'est notre corps qui nous permet de vivre. C'est aussi notre corps qui nous permet de réfléchir, d'ailleurs. Donc, c'est notre corps aussi qui nous permet de trouver des solutions. C'est pas que dans notre petit mental. Il y a aussi des choses qui se passent dans le corps. Donc on allie les 2, on relie les 2 et ça peut être aussi parfois juste une séance de sophro ou une méditation guidée. Ça peut être tout en même temps, c'est-à-dire qu'on travaille sur la croyance ou on fait une méditation, un petit peu avant et puis après on repart sur un temps de verbalisation. C'est assez vaste, c'est vraiment comment la personne arrive là, sur le moment et donc je traite avec ce qui est là, dans le moment présent. D'accord, donc ça peut être plusieurs techniques en un seul rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous rapide parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit plus long. Ça peut être un peu plus long. C'est vraiment adapté à chaque personne. Et donc, du coup, tu les suis combien de temps, ces personnes-là? Ça dépend aussi? Alors maintenant, en fait, je suis sous forme d'un accompagnement qui est vraiment délimité dans le temps. Avant, c'était pas le cas, effectivement, j'étais plutôt à la séance. J'ai vite compris qu'en fait, c'était très compliqué pour en vivre, et que, ça exigeait, en fait, d'être un peu enchaîné à son agenda. Donc ça, c'était pas du tout, dans mes valeurs. Moi, je voulais vraiment, en fait, pouvoir être, aux commandes de mon temps, de mon planning. Donc là, maintenant, je fais encore un peu à la marge, des séances individuelles, par exemple des séances exclusivement de sophro. Voilà, ça arrive encore d'en faire. Mais essentiellement, je fais des accompagnements qui sont avec une date de début, une date de fin. En général, on est sur 3 mois. Ça peut arriver que ce soit un petit peu plus, 4, 5 mois. J'ai une cliente en ce moment, on est sur 6 mois parce qu'on a, mis une fréquence plus voilà, plus loin dans le temps, en fait. On fait des rendez-vous tous les 15 jours et cetera. Donc le temps global est plus allongé, mais en général, c'est 3 mois et puis pour les plus,
on va dire les plus aguerris, ça arrive aussi d'être sur 2 mois, mais voilà, là, faut y aller là. Faut pas perdre de temps. Et donc, pendant ces 2 mois, vous prévoyez par exemple une séance par semaine et en plus, ils peuvent te contacter tous les jours par C'est WhatsApp. tous les jours, ouais, enfin 5 jours sur 7 en l'occurrence, c'est sur Oui. WhatsApp et en début de journée et puis je donne soit exercice à faire, soit questions un peu challengeantes sur lesquelles réfléchir et cetera et cetera. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ça dépend effectivement de la problématique de la personne. OK. Quelles sont tes conditions de travail? Du coup, tu travailles, tous les jours, le week-end, en soirée? Comment tu t'organises? Alors j'ai fait en sorte d'articuler le temps que du lundi au vendredi et vraiment ça commence, si je prends le temps pour moi, il commence dès 7h30. Donc après le temps vraiment avec que les prospects et les clients, c'est à partir de 9h30 jusqu'à oui, à peu près 17-18h. Voilà, ça dépend. L'après-midi, je peux m'étaler un peu. Mes week-ends sont de vrais week-ends de couple. Après si vraiment il y a une urgence, voilà, bon, effectivement, je peux être dispo et si je le suis pas, évidemment, je préviens les clients et je les oriente vers d'autres. C'est encore jamais arrivé, mais voilà, c'est dans mon process. Et excuse-moi, est-ce que tu peux me répéter la question? Si du coup, je crois que je pars, Comment tu t'organises? Comment le temps de travail? OK. Donc, tu as répondu. Voilà, le temps de travail et par contre, en conditions d'exercice, moi, je travaille essentiellement en visio. Tous les mardis, dans mon petit village, il y a une maison de santé, donc j'interviens localement, voilà, c'est à côté de chez moi et ça me permet d'être soit en accompagnement avec des personnes qui prennent des séances, mettons par exemple séances de sophro, séances de coaching à l'unité ou des personnes qui sont mes clientes localement, et qui sont sur des accompagnements plus longs, mettons de 3-4 mois. Voilà, donc pour les personnes qui sont vraiment très proches de chez moi. C'est un travail que tu fais seul ou tu as une équipe ou des collègues ou des Non, autres professionnels avec ouais, qui tu es en lien? pour l'instant, je suis seule. Par la suite, voilà, je serai avec, peut-être, une personne pour m'assister au niveau de l'administratif, de la compta et cetera. Pour l'instant, j'en suis pas là. Mais là, oui, essentiellement seule, effectivement et ça change pas du métier d'avant parce qu'en tant que CIP, c'était aussi la même chose. On travaille seul, même si on est dans une équipe, on est seul avec la personne. Voilà. Donc pour le coup, en termes de conditions de travail, ça change pas forcément là-dessus. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Essentiellement des savoir-être, donc empathie, écoute, heu, la bienveillance, tout ce qui est, technique de communication après, là on est vraiment plus sur des savoir-faire, donc reformulation, voilà. Après on peut, avoir d'autres, approches comme la CNV, la communication non violente, l'approche centrée sur la personne. Voilà, tout peut concourir à, ce qu'un entretien puisse bien se passer puisqu'on est essentiellement sur des techniques d'entretien. Et puis, après, ouais, comme je dis, c'est surtout des qualités humaines, en fait. Beaucoup de patience aussi, parce que la temporalité, pardon, le rythme de quelqu'un, c'est pas forcément le même que le nôtre. Donc il faut aussi, se l'approprier. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors j'ai dit quoi? Empathie, écoute, bienveillance. On est vraiment sur les choses les plus classiques, dans ces métiers-là. Tolérance, évidemment. Bon, il y en a certainement plein d'autres, mais on est vraiment sur les essentiels là, vraiment. OK. Quels sont les débouchés dans ta profession? Est-ce qu'il est facile de trouver, des personnes à accompagner? Comment tu les trouves ou comment elles te trouvent? Alors, en l'occurrence, maintenant, elle me trouve. C'était pas le cas au début, hein. Voilà, au début, j'ai un peu galéré et donc c'était plutôt moi qui les cherchais, sans forcément d'ailleurs, vraiment les trouver. C'est un métier comme tout métier où il y a des clients, eh bien, voilà, le but, c'est d'attirer ses clients, tout simplement. Donc on les attire par la communication, on les attire en étant pas ma sans mentir, hein, c'est vraiment important de pas mentir, d'être soi et juste de dire au monde: «Hey, je suis là». Voilà, ça s'arrête là, en fait, si on devait résumer la communication et ça match ou pas avec des personnes pour qui il y a des résonances dans qui on est, dans ce qu'on fait et comment on diffuse ce message aux gens. Donc maintenant, effectivement, maintenant j'attire des personnes pour qui il y a un écho, elle ne se l'explique pas, mais il faut absolument qu'elle me contacte et j'ai très souvent ces phrases-là qui reviennent, à des personnes qui me disent ça. Au tout début, c'était, par contre beaucoup d'efforts, beaucoup de communication type publicité et cetera, sans forcément beaucoup de résultats. Donc, ce qui marche, c'est juste d'être soi. Je dis juste, mais il y a beaucoup de guillemets autour parce que c'est déjà un travail perso. Donc, pour être soi-même et se sentir bien avec soi. Selon toi, quelles sont les évolutions possibles de carrière? C'est pas évident de répondre à cette question parce qu'on n'est pas dans une logique de salariat ou assez peu.
Alors, il existe quand même, il y a des sophrologues en hôpital qui existent, il y en a quelques-uns, une poignée en France qui existent. J'ai tendance à croire que ça va se développer. Donc, il y a des débouchés pour les personnes, par exemple, qui veulent se former à la sophro. Ça peut exister, c'est juste extrêmement rare. Il ne faut pas capitaliser sur le salariat, voilà. Pour le coaching, ça peut arriver aussi qu'il y ait des coachs en entreprise. On est plutôt sur des gros groupes, donc des grosses entreprises. Là aussi, c'est un métier qui est plutôt indépendant, donc pas trop capitalisé là-dessus. Donc en réalité, je dirais qu'il n'y a pas nécessairement d'évolution en tant qu'évolution professionnelle classique, comme on peut l'entendre, on va dire, habituellement. On est plutôt sur des métiers où on va enrichir notre palette d'outils, notre palette de savoir-faire. On va plutôt aller sur ça et peut-être glisser sur d'autres types de publics qu'on a envie d'accompagner. Souvent, ça va plutôt se jouer là-dessus. Et après, il y a toujours la possibilité, en effet, je ne sais pas, de former, mettons, je pourrais créer ma propre méthode, former d'autres accompagnants sur le sujet et puis gérer ces équipes de professionnels. Je pourrais envisager ça, par exemple. C'est quand même pas si fréquent dans ces métiers-là, mais ça peut être une piste comme une autre, effectivement, d'évolution. Est-ce qu'il est possible de vivre de ce métier? Oui, comme tout métier, bien sûr, mais ça dépend de l'état d'esprit. C'est comme souvent, en fait. Dans les métiers qui sont liés au bien-être et la connaissance de soi, donc typiquement ce que je fais, hein, si je reprends les étiquettes classiques, je suis coach, sophrologue, énergéticienne. Voilà. Moi, je dis coach holistique parce que c'est beaucoup plus complet et global, mais en réalité, j'ai 3 étiquettes. Sur ces 3 étiquettes-là, on trouve de tout, en fait. Il y a des personnes qui n'en vivent pas, il y a des personnes qui vivotent, il y a des personnes qui en vivent très bien. Ça dépend vraiment déjà de l'état d'esprit dans lequel on se met dans ces métiers. C'est-à-dire que si on est déjà dans une logique de sauveur, en termes de posture, oui, forcément, ça va être compliqué, parce qu'on a envie de résoudre les problèmes du monde entier, parce qu'on est dans une posture qui n'est pas forcément saine. Et souvent, c'est ce qui se passe dans ces métiers, en tout cas, c'est ce que je vois assez souvent quand on ne travaille pas sur soi avant d'aller sur ces métiers-là. C'est un réel piège, il faut vraiment travailler là-dessus parce que c'est toxique pour l'un, pour l'autre. Voilà. Et donc, dans ces cas-là, on peut avoir souvent des praticiens, des accompagnants qui ont assez peu de clients, ou alors qui en ont, au contraire, ça peut arriver qu'il y en ait énormément, et qui se retrouvent épuisés, quasi en burn-out de leur propre activité, parce qu'ils sont eux-mêmes un patron tyran, en fait, par exemple. En fait, c'est un métier, on a les résultats qui sont corrélés à notre état d'esprit, corrélés à ce qui se passe dans notre inconscient, corrélés aux blessures qui sont plus ou moins, on va dire, réglées ou pas. Si, par exemple, on fait une fuite du salariat, on veut se mettre à son compte, je dis ça parce que ça, c'est quand même un biais que je vois très, très souvent chez les personnes que j'accompagne. J'en peux plus de mon boulot, ça fait 10 ans que je fais ça, j'aime pas comment on me traite dans différentes boîtes, etc. Alors je veux créer mon entreprise. Déjà, les raisons sont pas forcément bonnes. Et si les personnes créent leur entreprise suite à ça, tant mieux dans un sens, parce que la voie de l'entrepreneuriat, c'est une voie vraiment d'évolution personnelle. Et ça force vraiment effectivement à sortir de sa zone du connu, de sa zone de confort. Aucun problème pour ça. Par contre, on va vite retomber dans les mêmes travers, c'est-à-dire que là, c'est pas la faute du patron, ça va être la faute de soi-même si on n'arrive pas à gérer son emploi du temps, si on n'arrive pas à être on va dire en autocompassion de soi, c'est-à-dire que quand il y a un échec, comment on le vit, quand on n'arrive pas à trouver de client, comment on le vit, quand on a une difficulté avec un client, comment on le vit, etc. En fait, on va juste colporter son état d'esprit d'avant, si ça n'a pas été réglé, à sa nouvelle situation. Et ça, c'est vraiment, vraiment un problème si on ne se rend pas compte de ça à temps. On peut s'en rendre compte un petit peu plus tard. Du moment qu'on travaille dessus, c'est OK. Donc là-dessus, oui, c'est vraiment, ça fait partie des pièges qu'il faut vraiment essayer d'éviter. Quel est le parcours pour faire ton métier? Est-ce qu'il y a des diplômes exigés, obligatoires? Alors, à savoir qu'on est dans des métiers qui ne sont pas réglementés. Alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas. Il y a plein de choses à dire sur le sujet, mais en tout cas, ils ne sont pas réglementés. Ça veut dire que n'importe qui peut dire qu'il est coach ou sophrologue ou énergéticien d'ailleurs, c'est pareil, hein. Ce sont des métiers qui sont un peu évidemment dans le collimateur de certains organismes d'État ou certains organismes internationaux, bien sûr, parce qu'on peut toujours estimer qu'il y a des dérives sectaires. Voilà, ça peut arriver. Donc, ils sont toujours surveillés. Mais il n'y a pas de choses où c'est vraiment obligé d'avoir tel ou tel diplôme. Donc, heureusement ou malheureusement, chacun peut s'installer en ayant ces intitulés métiers-là.
Après, moi, j'estime que la formation, on a la chance en France, d'avoir quand même, une des possibilités d'en faire. Est-ce que c'est sur nos deniers personnels ou pas? Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, il y a une ouverture vraiment à se former tout au long de sa vie et je crois que c'est vraiment une chance par rapport à d'autres métiers qui l'ont pas forcément. Donc autant en profiter sans passer sa vie en formation non plus, ça, c'est aussi important, voilà, la légitimité, attention à ça. Et donc, bah, voilà, moi, je me suis formée à la sophro, je me suis formée au coaching, j'aurais pu ne pas le faire. Donc, je conseille fortement de le faire parce que, on est sur des métiers, il y a des techniques, mais ce sont surtout des savoir-être, en fait, vu qu'on est surtout sur des techniques d'entretien en réalité. Il y a quelques outils protocolaires, mais pas plus que ça, en fait. On peut très bien s'écarter, en fait, des protocoles purs et durs, créer sa propre méthode et puis tout simplement, il y a ce qui se passe sur le terrain avec les gens et il y a ce qui se passe en formation et ce sont 2 choses différentes. Même si on essaie de vraiment ne pas creuser, ne pas avoir un gap, un fossé trop important, le fait est qu'il y en a forcément un entre la réalité du terrain et ce qu'on voit en théorie, évidemment. Donc, c'est quand même mieux, à mon sens, de se former, ne serait-ce que pour avoir un cadre de travail et bah, parfois, ça peut aider à se rassurer. On va pas se mentir, hein, le syndrome de l'imposteur, il est aussi assez fréquent dans ces métiers-là, hein. Donc la formation permet aussi, de se rassurer, de se dire: «Voilà, j'ai un petit peu de bagage derrière, je peux capitaliser dessus» et cetera. Bon, ça règle pas tous les problèmes, mais ça rassure un minimum en tout cas. Quel conseil tu pourrais donner à une personne qui souhaite s'orienter dans un métier tel que le tien? Déjà de travailler sur elle avant tout. Souvent dans ces métiers, on aime les gens, on a envie de les aider, on a en fait des valeurs qui sont assez fortes en termes d'humanité, d'authenticité, de contribution, d'aider en fait les gens. Donc ça, c'est souvent acquis. Sauf que, si on ne travaille pas sur soi, en fait, ça c'est comme si, les personnes quand elles veulent se mettre dans ces métiers-là, comme si elles voulaient réparer quelque chose qu'elles voient chez les autres, elles ne se rendent pas forcément compte, mais il y a une résonance chez l'autre et donc ça part pas d'un bon endroit. Donc déjà, moi, ça me semble essentiel, alors de se faire accompagner ou de faire une introspection, j'ai envie de dire, peu importe, il faut déjà faire une introspection tout court, en autonomie, ça peut être bien. On peut se faire accompagner si on le souhaite, mais c'est pas non plus une obligation. C'est toujours bien de savoir ce que ça fait et en même temps, sa propre expérience, c'est pas non plus celle des 8 milliards d'individus sur terre donc voilà, c'est aussi important de prendre conscience que son vécu peut être différent des autres. Mais c'est bien de se poser des questions sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Hem, qui on a été par le passé, c'est qui on a été par le passé, c'est pas nécessairement qui on a envie de devenir dans le futur. Donc c'est aussi bien de remettre en question des choses qu'on croit savoir sur soi, des choses qu'on croit connaître à son sujet et je dis bien qu'on croit parce que c'est qu'une histoire de croyance. On peut très bien croire autre chose. Mais c'est une question de répétition et d'ancrer dans le corps aussi ces croyances-là. Et ça dépend aussi du bagage familial, éducationnel, culturel, dans lequel on a baigné dès le départ et qui nous a forgés, en fait, en termes d'identité. Donc, c'est important d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans le passé, pas pour s'engluer dans, 15 ans de psy. On peut, hein, mais je dis c'est pas ce sur quoi on n'a pas à passer sa vie là-dedans, en fait. Voilà, on peut faire une thérapie, juste pas en faire 36 000, tout simplement. Mais en tout cas, mieux comprendre ou en tout cas mieux conscientiser les rouages, les mécanismes qui se sont mis en place et décider d'en faire quelque chose. C'est pas parce qu'on a vécu des traumas, quels qu'ils soient, on en a tous vécu dans notre vie. On n'a pas eu besoin d'avoir des choses extrêmement graves. Déjà, la naissance est déjà un traumatisme en soi. C'est déjà être clair avec ça. Donc, c'est déjà se dire que quel que soit ce qu'on a vécu, ça ne nous définit pas. C'est juste tel que ça a été, ça s'est passé, OK, ça fait partie des cicatrices qu'on a sur le corps et enfin en soi et on peut aussi décider d'en faire des belles choses et ça, c'est vraiment un travail, qui est important à faire, c'est décider que le changement est possible, que c'est pas forcément douloureux, c'est pas forcément long, ça peut aussi être doux, être fun, être agréable. Vous voyez? Tu vois, c'est vraiment des croyances qu'on a aussi beaucoup sur le travail sur soi. Donc ça, c'est pour moi, c'est juste incontournable. Après, c'est parce que je travaille avec des gens, maintenant, je veux attirer que des personnes qui ont déjà un minimum de conscience d'elles-mêmes. Tout le monde n'accompagne pas les personnes, qui en sont là. Il y a des personnes, qui n'ont pas du tout de conscience d'elles-mêmes, qui n'ont pas fait le lien entre le corps et l'esprit. Voilà, c'est moi, en tout cas, c'est, tel que j'ai envie de travailler.
Donc conscience de soi, travail sur soi et puis savoir pourquoi on veut accompagner les gens et être honnête avec soi-même. Parce que souvent, on peut se cacher derrière des belles valeurs humaines, et je le dis parce qu'en toute franchise, ça a été mon cas et c'est très, très souvent le cas en réalité, hein. C'est hyper fréquent. On peut le conscientiser bien plus tard et après repartir sur une autre base. C'est pas du tout définitif. Mais juste ne pas se cacher derrière juste des valeurs comme ça. Savoir pourquoi on fait les choses et après, décider d'agir en conscience d'aller, sur telle ou telle voie. Donc, ça tourne essentiellement autour de la conscience de soi, l'observation de soi. Merci beaucoup, Élodie, d'avoir partagé avec nous ton métier. Et puis, non, moi, j'ai bien compris en tout cas, et ça va bien m'aider. Eh bien, avec plaisir en tout cas. J'espère que ça servira aussi à d'autres personnes. Eh bien, j'espère aussi. Il n'y a pas de raison. Merci beaucoup. À Merci bientôt. à toi. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!